Bonjour, bonjour. Comme toujours depuis le début de cette chaîne, quand vient la période de l'hiver et que chacun se prépare aux excès des fêtes, avant de se donner bonne conscience avec les nouvelles résolutions de janvier, je vous fais une petite vidéo sur les idées reçues sur les armes et les armures. Oui, c'est histoire de vous occuper un peu entre deux repas de famille en attendant le passage à la nouvelle année. Ah oui, je sais, ça fait des années que je fais ça et je n'en manque pas d'idées reçues, mais que voulez-vous, il y en a tellement que je pense que moi je peux y passer encore, je sais pas, facilement 5, 10 ans, un truc comme ça. Mais allez, commençons par la première. Alors ça je l'ai déjà dit ici ou là, mais c'est jamais perdu de le rappeler, l'épée n'est pas une arme chère et réservée uniquement à l'élite, ça c'est une idée reçue. Maintenant, il faut aussi commencer par voir ce qu'on appelle une épée, parce que rien que si on prend ce que j'ai dans mes petites affaires, entre cette épée et celle-ci, il y a déjà 18 siècles, et vous imaginez bien qu'entre les deux, il y a eu beaucoup de modèles différents, et bon, je dis entre les deux, mais il y en a eu avant, puisque les épées les plus anciennes que l'on ait retrouvées datent de plus de 5000 ans, alors que celle-ci, c'est une épée gauloise, donc qui date du 1er siècle avant à peu près, et aujourd'hui encore, on en produit des épées pour l'armée ou pour les académiciens. Bon, après, les épées des académiciens, c'est... Non, on en reparlera un jour en termes de crédibilité. Les épées des académiciens, hein, pas les académiciens eux-mêmes, parce qu'il y a d'autres chaînes qui font ça très bien. Bref, en plus de ça, les modèles à dents de requin du Pacifique et d'Asie ou à lame d'obsidienne d'Amérique sont aussi appelés épées. Alors, vous pensez bien qu'en fait, l'idée même de l'épée, de manière générale, elle n'est pas facile à résumer. On pourrait dire, genre, c'est une arme qui s'utilise en la gardant dans la main. Un peu longue, mais pas toujours. C'est tout. Parce que oui, du coup, il existe des épées qui ne coupent pas, des épées qui ne percent pas, des épées qui déchirent plus qu'elles ne coupent. Certaines sont destinées à la guerre, d'autres au sport, à la parade, aux cérémonies. Il faut bien vous dire que dans l'histoire, une épée ou un sabre, c'est un terme qui désigne tout et n'importe quoi. Et dans ce tout et n'importe quoi, on l'a vu, il y a d'énormes variations. Donc qui dit énorme variation, dit énorme différence de prix. Et pour mieux vous rendre compte de ça, c'est facile, vous n'avez qu'à changer le mot épée avec le mot voiture, ou automobile si vous préférez. Et du coup, si vous entendez quelqu'un qui vous dit « toutes les voitures coûtent forcément cher et c'est réservé à une élite », vous vous rendez bien compte qu'entre une Dacia Sandero, même neuve, et la dernière Bugatti Veyron, il y a une énorme différence. Calculez pas, je l'ai fait pour vous, la Veyron est 200 fois plus chère. Combien ? Bref, attention aux généralités faciles. Vous avez plein de questions qui se posent pour compléter le « est-ce que les épées c'était cher ?» Quel type d'épée, à quelle époque, pour quel usage, etc. Au milieu du Moyen-Âge, une épée c'est un outil comme un autre, mais entre un combattant basique et, je sais pas, le roi de France par exemple, la qualité c'est pas du tout la même, la finition non plus, les propriétés, la décoration, enfin énormément de choses peuvent changer. Non vraiment, pensez aux voitures, vous allez voir que la comparaison se comprend très vite. Et cette idée reçue, elle vient de la figure du chevalier, évidemment, le noble avec son épée, qui est son arme principale et qu'il ne quitte jamais. Et ça aussi, c'est faux, c'est complètement faux. C'est pas forcément son arme principale, exactement comme le sabre des samouraïs, mais ça, on en reparlera. Non mais tenez d'ailleurs, pour une fois, on va en reparler tout de suite, mais avant ça, petite page de publicité. Dis donc, je vous vois derrière votre écran. Vous n'êtes pas parfaitement concentré sur la vidéo, n'est-ce pas? Et je sais pourquoi, nous sommes mi-décembre et vous n'avez toujours pas fait vos cadeaux de Noël car vous n'avez pas d'idée. Heureusement pour vous, j'ai la solution. J'ai même toutes les solutions grâce à Holzkern. Holzkern, c'est cette maison autrichienne de montres, bijoux et lunettes de soleil, partenaire de confiance de la chaîne depuis des années et qui propose des produits faits à partir de matériaux naturels. Bois, pierre, plumes, nacre, fleurs, autant de matières de qualité dont les motifs et les variations rendent chaque produit absolument unique. En plus de ça, les quantités fabriquées sont assez faibles pour chaque modèle pour garantir une production éthique. Personnellement, vous commencez à le savoir, ça fait des années que j'offre des produits Holzkern à mes amis et à ma famille pour Noël. Ce sont de jolis cadeaux, à la fois élégants et responsables, et je trouve que ça fait une vraie différence par rapport aux modèles plus froids et plus industriels que l'on trouve d'ordinaire. Alors, pourquoi pas vous ? Et pour ça c'est facile, vous n'avez qu'à suivre le lien en description, utilisez mon code HOLZKARIUS108 et vous bénéficiez de 15% de réduction sur toute la boutique. C'est bien lien plus code qu'il faut utiliser. En plus de ça, Holzkern garantit une arrivée avant le 24 décembre pour toute commande passée avant le 19 et la livraison est gratuite. Ah, et si comme moi vous vous y prenez toujours un peu au dernier moment, pas d'inquiétude, Holzkern s'occupe aussi des emballages cadeaux. Et comme si ça ne suffisait pas, tous les produits sont garantis 2 ans. Après, moi j'ai eu mes premiers produits Holzkern il y a 4 ans et ils n'ont pas bougé, la garantie je n'en ai jamais eu besoin. Et le cadeau que je m'offre à moi-même cette année, c'est aussi un des derniers modèles de montre Holzkern, mais ne me le dites pas, j'aimerais me garder la surprise.
Et voilà, maintenant que vous savez chez qui faire tous vos cadeaux de Noël, vous pouvez reprendre la vidéo en toute sérénité. Et pour ça, merci Holzkern. C'est aussi un commentaire que j'ai eu sur ma vidéo des épées qui coupent et que j'ai beaucoup entendu. Les épées ne seraient que des armes plus que secondaires et qui en réalité, elles étaient très peu utilisées sur le champ de bataille. Et là-dessus, très franchement, on va se calmer. Les sources historiques sont tellement nombreuses sur l'utilisation des épées qu'on en a quand même une bonne idée et que c'est difficile de dire que ça ne servait pas du tout. Quasiment pas. Que ce soit les représentations, les textes ou l'archéologie, on sait que dans de très nombreuses périodes, les épées sont très utilisées sur le champ de bataille. Même si évidemment, comme on vient de le voir, il y a des qualités et des modèles très différents et que cela peut changer selon les périodes. Les épées sont souvent des armes emblématiques et très utilisées, certes, mais leur popularité dans l'histoire s'est faite au détriment des armes principales. En Occident par exemple, la lance est très fréquemment la première arme, l'arme principale, et ce de la période gauloise jusqu'au Moyen-Âge. Après c'est la pique qui récupère le titre, mais finalement c'est rien qu'une grosse lance, et à partir de ce moment-là, les armes à feu prennent progressivement le pas. Au Moyen-Orient, on pense souvent au sabre, mais en fait c'est l'arc qui reste l'arme principale jusqu'à l'avènement des armes à feu. Et encore, parce que ce sera moins rapide et moins flagrant que chez nous. Et c'est pareil au Japon, le sabre est souvent évoqué comme l'arme emblématique du samouraï, alors qu'historiquement, comme ailleurs d'ailleurs, c'est plutôt l'arc et la lance qui tiennent ce titre. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce qu'une arme est emblématique qu'elle est forcément une arme principale. Mais de la même manière, il faut faire preuve de modération. Ce n'est pas parce que ce n'est pas l'arme principale que c'est une arme qui n'est pas utilisée de manière intensive. D'autant que, comme je le disais un peu avant, cela dépend aussi de la période, de la zone géographique et de la pratique. Champ de bataille, duel, sport, rien que ces trois contextes sont déjà très différents par exemple. Tout ça pour dire, faites bien attention, posez-vous des questions, ce n'est pas parce qu'un fait historique est excessif qu'il faut forcément le retourner dans l'autre sens pour aller dans l'excès inverse parce que c'est tout aussi faux. Alors j'ai discuté un peu avec certaines personnes qui affirmaient ça, que l'épée ne servait pas vraiment, et ils me disaient que c'est parce que lors d'une bataille, utiliser son épée fait qu'à la fin de cette bataille, le fil de l'arme est complètement émoussé et ne peut plus servir, l'arme est inutile. Et là encore, il y a beaucoup de questions à se poser. Est-ce que notre épéiste a pris son épée dès le début, ou est-ce qu'il a d'abord utilisé une lance par exemple? Et contre quoi il a utilisé cette épée? Alors certes, le tranchant peut un peu s'émousser selon sur quoi il tape, mais au final, ça ne veut pas dire que l'épée ne coupe plus ou qu'elle ne peut plus servir. Et il y a d'assez bons exemples de ce que ça peut faire ou non dans l'émission américaine Forged in Fire. J'en fais des réacts sur Twitch depuis des années le jeudi soir. C'est une compétition de forgerons qui doivent forger des couteaux et des armes avec des paramètres prédéfinis avec un jury pour les départager. Ces couteaux et ces armes voient leur solidité testée dans des conditions très dures pour les lames, pour pousser l'exercice au maximum. Et il n'est pas rare que certaines s'émoussent, perdent leur fil ou aient des éclats sur le tranchant lors des tests de solidité. Pour autant, dans le test suivant, pour évaluer leur capacité de tranchant, eh bien les armes abîmées peuvent quand même très bien performer, parce que cela dépend de leur construction, du matériau qu'elles doivent trancher, et de pas mal de petits paramètres qui n'ont l'air de rien, mais ont un véritable impact. Et ça, croyez-moi, les forgerons historiques, c'est pas des oiseaux, ils le savent très bien, et ils pensent les armes pour leur usage, y compris être utilisées de manière intensive sur un champ de bataille. Si vous voulez voir ça d'ailleurs, l'émission est incroyablement cool et très bon esprit, on y apprend plein de choses et ça reste spectaculaire. On regarde 2 épisodes ensemble chaque jeudi soir à 20 h, je vous mets le lien en description. Et tant que vous y êtes, si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains contenus. Je sors une vidéo toutes les 2 semaines et sur mon Instagram @Icarius, je publie beaucoup de contenus supplémentaires également. Donc vous pouvez vous abonner si vous voulez toujours plus d'histoire dans votre vie et votre quotidien. Ceci étant, donc, pour résumer, on a de très nombreuses sources historiques qui parlent de l'utilisation des épées, qui sont très utilisées sur les champs de bataille, même si leur caractère symbolique a un peu éclipsé les armes plus courantes, comme la lance. Bon, je vous le dis souvent, j'adore les lances, c'est vraiment une arme incroyable, et probablement une de celles les plus utilisées de l'humanité, avec le couteau. Moi je trouve ça cool. Allez, idée reçue suivante, et puis comme je suis parti, on va rester dans les épées. Il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo sur pourquoi les épées, la plupart de celles faites pour servir comme arme du moins, en fait ces épées elles coupent, et elles coupent souvent très fort. Et j'ai eu plusieurs commentaires un peu perturbants qui me disaient que oui, sauf les grands modèles.
espadon, spadon, montante, zweihander, appelez ça comme vous voulez. Ça change selon le modèle et la zone géographique puisqu'on retrouve ce bel engin partout un peu dans les traditions martiales espagnoles, françaises, portugaises et allemandes au minimum. Voilà, bref, on en a déjà parlé sur la vidéo sur les armes du XVIe siècle. C'est une arme assez emblématique de l'histoire qui sert jusqu'au XVIIe siècle de manière assez courante, même si à la fin, bon, c'est plus pour le symbole, parce que c'est un beau symbole, hein, cette histoire, mais c'est encore en usage dans certaines cérémonies des gardes suisses du pape au Vatican. D'ailleurs, notez que celles des gardes suisses datent du XVIe siècle et elles ont été entretenues précieusement depuis cette époque. Et elles sont parfaitement tranchantes encore. Hein. Un seul argument s'y oppose, un seul. C'est dangereux. Et du coup, la question que je me pose en lisant ces commentaires qui me disent que ça peut pas être tranchant, c'est pourquoi ? Pourquoi ces épées-là spécifiquement ne couperaient pas alors que toutes les autres oui ? Bon, évidemment, sur la toute fin, quand cela ne sert plus que de symbole, on en a effectivement quelques-unes, pas toutes, dont le tranchant est émoussé, mais comme elles ne sont plus destinées à servir d'armes de guerre, c'est un peu compréhensible. En fait, de manière générale, tant qu'elles servaient au combat, ces épées étaient tout à fait tranchantes. On sait très bien faire des tranchants aussi longs, aussi réguliers et très performants, et croyez-moi, quand vous avez un grand Allemand énervé qui peut potentiellement vous couper en deux, là, même s'il a un joli béret coloré, eh bien vous y pensez à 2 fois avant de vous battre. Donc non, c'est très utile que ces armes soient tranchantes, et sur ces périodes-là, ça devient facile de regarder ce qu'il en est. C'est comme pour le poids des épées en fait, il suffit juste de regarder dans les musées parce qu'on en a plein des machins comme ça. Ah, et petit rappel au passage, ça ne sert pas à trancher les pics, ce genre d'épée, hein, contrairement à ce qu'on peut lire beaucoup sur internet ici et là. Une pique, ça ne se tranche pas comme ça, c'est pas juste un carambar que vous pouvez découper en 2 facilement. Et encore, je sais pas si ça se découpe facilement un carambar avec une épée. Oh. Et ben voilà, j'ai ma réponse. Cliché suivant. Oui, alors ça, je l'ai encore eu un peu en commentaire et chaque fois je tombe de ma chaise. La rapière, donc c'est l'arme classique des mousquetaires, vous savez, cette épée du XVIIe siècle, assez fine, assez longue. En réalité, c'est plus compliqué, j'ai déjà fait 2 vidéos dessus, mais vous avez un petit peu l'idée de l'arme, vous voyez à quoi ça correspond. Eh bien, figurez-vous que certaines personnes sont persuadées que le mot rapière, qui désigne cette arme, eh ben, il vient à l'origine de la râpe à fromage, parce que le panier de la rapière ressemble à une râpe à fromage. Le panier, c'est la partie qui protège la main. Alors, il y en a plusieurs types, mais les 2 les plus connus, c'est le modèle à taza, c'est-à-dire une espèce de bol là qui est classiquement dans la tradition espagnole, et le modèle qu'on dit juste à panier, voilà, avec toutes les volutes qui font le tour de la main et qui sont très élégantes. Mais dans les 2 cas, eh ben, en fait, ça fonctionne pas, cette histoire de râpe. Alors il existe bien quelques éléments où on a des trous, comme là, sur cette partie-là, là. Franchement, c'est quand même hyper tiré par les cheveux, cette histoire de râpe à fromage. Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Est-ce que je peux râper du fromage avec une rapière? Non, mais c'est une coque pleine, ça, je suis con. Ouais. Bon, bah, la question est vite répondue. Bon, peut-être que je trouve autre chose, moi. Parce que moi, il est marrant, avec ces idées à la con, là, râpe du fromage, qu'est-ce que j'ai, moi, sous la main, qui pourrait... Ouais. On peut trouver mieux. Avec ça, ça sera parfait. Ouais, mais non, après on va dire que le katana, c'est l'arme ultime pour tout faire. Pas ça. Pas mal. On est content. Hein. Pas mal. Toujours mieux qu'une rapière. Oh, j'ai une idée, je reviens. Bon, c'est pas vraiment historique, mais là, ça devrait marcher. Voilà. Impeccable. J'ai hâte de me battre à nouveau, tiens. Ouais, c'est pas si mal. Bon, ça reste pas très historique, mais voilà. Bon, en tout cas, la rapière, a priori,
c'est pas le mieux. Oui voilà, ça n'a aucun sens. En plus, dites-vous que même si c'est la plus connue, eh ben ça n'est pas la seule arme à porter le nom de rapière. Pendant l'âge du bronze, on trouve quelques épées assez longues et fines qui ont aussi été appelées rapières par les premiers archéologues qui en ont découvert. Et pour le coup, ben, elles n'ont pas de garde. Et elles n'ont pas de panier non plus, pas de râpe à fromage, quoi. Vraiment pas du tout. Aujourd'hui encore, on peut lire ici et là, y compris dans des ouvrages très sérieux, que le mot rapière viendrait du fait que la garde ressemble à une râpe. Or, les premières sources du mot rapière lui-même désignent des épées dont la garde ne ressemble absolument pas à une râpe, on parle de la fin du Moyen-Âge, et quand je vous dis que ça ressemble pas à une râpe, c'est même de dos, de loin, dans le noir et en plissant les yeux comme ça. Alors certains disent aussi que c'est pour désigner certaines poignées de ces armes recouvertes de fils de fer et qui pourraient évoquer une râpe pour le bois, mais honnêtement, c'est quand même un peu tiré par les cheveux, quoi. Et si vous allez lire Wikipédia, on nous dit que c'est même la poignée qui a des trous. Voilà. Putain, non, ça y est, j'en ai marre. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ouais, comme toujours, c'est très peu fiable sur l'armement historique Wikipédia. Ça a probablement été écrit par un type beurré comme une biscotte, en tout cas, c'est ma seule explication logique. Mais là où je vais en plus vous mettre un peu le cerveau à l'envers, c'est qu'à partir de la première apparition du mot rapière, c'est-à-dire à la fin du Moyen-Âge, et pendant des siècles jusqu'à nos jours, en fait, le mot ne désigne pas la même chose. Et oui, c'est parce qu'à cette époque, les objets usuels de ce genre ne sont pas aussi normés qu'aujourd'hui. Et selon les langues, ça peut changer aussi du tout au tout. D'autant que dans les sources historiques comme les traités d'escrime par exemple, ce que nous appelons tous une rapière, eh bien c'est souvent appelé une épée. Voilà, une épée tout simplement. Et si vous avez la curiosité de taper étymologie rapière sur Google, vous allez voir que c'est l'occasion de débats passionnés entre spécialistes ou amateurs, et ce en anglais, en français, en espagnol, en italien, en allemand et en latin. Bref, s'il y a de quoi y perdre son latin donc, la plupart des gens qui se penchent sur la question s'accordent sur une chose, cette histoire de rap, c'est du délire. Voilà. Ou vous pouvez rapper des trucs avec ça. Comme on est sur les épées, petit rappel de quelques idées reçues courantes dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, mais c'est jamais perdu un petit rappel et ça vous servira peut-être à vos dîners de famille. Numéro 1, les épées destinées au combat, ça coupe, j'en ai parlé un peu plus haut, parce que les forgerons historiques sont capables de faire des lames avec des tranchants durables et efficaces, et qu'évidemment, c'est plus efficace d'avoir des tranchants durables et efficaces. Quand bien même, l'idée serait de broyer les ennemis. En fait, comme la force exercée par un coup, elle est répartie sur une plus petite surface, si l'arme elle est bien aiguisée, eh bien, elle fracasse des os plus facilement. Numéro 2, les épées sont généralement plus légères que ce que vous pensez. Parce qu'en fait, il faut pouvoir s'en servir pendant un moment sans s'épuiser, et que nos ancêtres n'étaient pas spécialement tous plus balèzes que nous. C'est aussi une idée reçue, ça. Une épée à une main classique antique ou médiévale, ça fait 1 kg en moyenne, et on en a beaucoup qui sont plus légères. Et pour les épées à deux mains, on est vers 1,5 kg, et tout cela a un équilibre bien particulier, ce qui rend le tout encore plus maniable. Et si vous avez des doutes, vérifiez, on en a des dizaines de milliers dans les musées, c'est très facile à voir. Sa place, c'est dans un musée! Numéro 3, les rapières de ce genre-là, et bien souvent ce n'est pas plus léger que les épées médiévales de ce type-là. C'est simplement une question d'équilibre différent, le poids est plus concentré sur la partie du panier. Par ailleurs, j'en profite pour faire 2 idées reçues au lieu d'une. Les épées, ça peut être un peu flexible sans problème et ça revient très bien en place. Faut vraiment se sortir de l'idée que ce sont des barres de métal plus ou moins travaillées, parce qu'en fait, c'est très travaillé effectivement, mais tout est pensé, y compris le type de tranchant. Oui, parce que en fait, vous savez très bien que vous n'avez pas le même type de tranchant sur une hache ou sur un couteau de cuisine par exemple, on parle de géométrie du tranchant, eh bien les deux coupent très bien. Et pour les épées, c'est exactement pareil. Numéro 4, une épée peut se réparer ou se recycler, mais pas se reforger. Une épée dont le tranchant a été défoncé suite à une bataille, on peut refaire le tranchant dessus sans aucun problème, on peut en changer la géométrie, on peut faire évoluer la lame, on peut faire plein de choses. Une épée cassée peut être raccourcie ou transformée en une autre arme comme une dague, mais en revanche, pour les épées en acier, on ne peut pas recoller les morceaux comme dans le Seigneur des Anneaux, ou la refaire fondre. Au pire, on peut récupérer le métal pour faire autre chose, ça peut arriver, mais c'est comme si on repartait de zéro, parce que l'acier pour les armes, ça ne se fond pas, ça se forme petit à petit à la chaleur, à l'enclume, avec un marteau et un forgeron un peu énervé. Voilà. En revanche, pour les armes en bronze, là, oui, on peut refaire fondre.
Bref, des idées reçues, j'en ai toujours plein et il a fallu choisir pour aujourd'hui. C'était l'occasion de sortir plein d'éléments de ma collection que je sors pas souvent. La prochaine fois, je m'attaquerai aux katanas qui coupent les canons de fusil, aux épées vikings Ulfberht, aux haches à deux fers, aux couteaux de lancer, aux armures en cuir et en tissu. Oh, j'en ai plein. Mais je m'arrête là pour aujourd'hui. Si vous avez encore envie de croustillantes anecdotes historiques, la vidéo de la semaine dernière est un peu passée sous les radars. On se raconte 6 anecdotes médiévales complètement folles avec l'ami Nat qui est spécialisé dans le chevalier du milieu du Moyen-Âge et les commentaires de ceux qui ont pu voir la vidéo sont très positifs, donc ça pourrait vous convaincre aussi. Voilà, j'espère que ce petit format qui revient chaque année vous a plu, et même si je sais que la vidéo était passionnante, n'oubliez pas d'aller voir chez Holzkern pour faire vos cadeaux de Noël en toute sérénité grâce au lien en description, moins 15% sur toute la boutique. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo parce que c'est décembre et c'est la fête et je sors plein de trucs. Mais d'ici là, likez, commentez et partagez celle-ci. Mais surtout, n'oubliez pas que l'histoire est vivante.